Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. Bonjour Florence, alors je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui dans mon podcast. Tu es la première personne que je vais interviewer, donc pour moi c'est un galop d'essai. Et franchement, on se parle tous les jours. On se connaît depuis maintenant quelques années. C'est un grand bonheur pour moi que tu sois là. J'avais envie de mieux te connaître et de te faire connaître aussi à travers ce podcast pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors déjà, je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs. Bonjour Laurence, ravie d'être là, contente d'être la première interviewée, avoir l'honneur de la première interview sur ton podcast. Donc je m'appelle Florence Lodgers, je suis communicatrice animale, donc comme Laurence, et praticienne de trust technique aussi. Voilà, deux techniques complémentaires que je pratique au quotidien. Merci pour cette présentation. On va de toute façon parler de tout ça au fur et à mesure de notre échange. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à te connaître. Et puis, si tu veux bien, on va repartir un petit peu à l'origine. J'ai décidé de donner un petit peu une question rituelle et d'ouverture et de fermeture de ce podcast à mes invités. Donc, Ok. la première question, la question rituelle, c'est celle-ci. Est-ce que tu peux me raconter ta toute première rencontre marquante avec un animal? Ce que tu as ressenti ou si cet animal t'a appris des choses sans même qu'il ait besoin de te parler, par exemple, tu vois? Tu veux dire en communication animale ou juste comme ça dans la vie Dans ta vie à toi, d'être humain. Oh là là, la toute première fois. Hem, Ou celle qui t'a marqué, tu mmh, vois? Pas forcément la toute première fois, celle qui t'a vraiment marqué. alors là, qui m'ont marqué, il y en a vraiment beaucoup, hein. Heu, je pense que alors c'est pas forcément la rencontre comme tu pourrais l'avoir en tête, mais je pense que c'est la première fois où j'ai rencontré mon choupi, le chat que j'ai perdu et c'était une phase où je me disais: «J'aimerais bien avoir un chaton», j'avais que Nanou à ce moment-là, ma petite chatte blanche et rousse et je me disais que ça serait vraiment bien d'avoir un deuxième chat. Et puis je cherchais, je regardais les offres, qu'il pouvait y avoir, sur Le Bon Coin. À l'époque, ça se faisait, enfin voilà, autour de moi et puis je sais pas, j'étais allée rencontrer des chatons un peu partout et pourtant un chaton, c'est mignon, mais j'avais pas de coup de cœur et Choupi, ça a été incroyable parce que à un anniversaire d'un ami, cet ami, donc au restaurant, montre que, il avait une de ses copines qui avait des chatons, et il me dit: «Tiens Florence, tu veux regarder?» Et je dis: «Bah, pourquoi pas?» Et la photo, je pense qu'elle était vraiment pas vendeur. Elle était ultra floue. Le chaton, il était tenu à bout de main, à bout de main et enfin, on voyait grossièrement qu'il était un peu blanc et noir et il avait l'air tout petit le chaton, donc en dessous des 3 mois et là, tout de suite, dès que j'ai vu la photo, ça a été un coup de cœur. Voilà. Et en effet, ce chat, comme quoi il y a pas de rencontre qui se fait au hasard, il va être, enfin ce chat, il va être un peu professeur pour moi, hein. C'est-à-dire que je vais apprendre, comment est-ce qu'on éduque un chaton qui a pas de maman chat. Je peux Ouais, je peux te dire que je suis passée par des difficultés sans ouais. nom, et c'est aussi lui, de par son décès, qui va me faire connaître la communication animale. Donc c'est peut-être le chat, enfin en tout cas un des chats qui m'aura énormément marquée dans ma vie, parce qu'il y en a eu d'autres, mais, lui particulièrement, ouais. D'accord. Et du coup, avec ce chaton, tu as appris à biberonner, c'est ça? Tu l'as biberonné celui-ci? Bah, pas que, hein. Ouais, oui, j'ai biberonné, j'ai dû lui apprendre à se servir de ses pattes arrière, j'ai dû lui apprendre à faire sa toilette, à manger, à se comporter comme un chat, à savoir un peu se battre, je comment dire? À pas manger n'importe quoi à la maison. Il avait aucun code de chat
Et par exemple, il se comportait un petit peu comme un chien, il mangeait les chaussures, il mangeait le fond de teint, le dentifrice, il en avait mal au ventre parce qu'évidemment, tu te Mmh. doutes bien que c'est pas le plus sain pour un chat, d'autant plus un chaton. Voilà, donc ouais, j'ai appris beaucoup de choses sur, l'éducation en ayant ce chat, tout petit, quoi. C'était il y a combien de temps ça? Ce chat, c'était il y a combien d'années? Ben, je sais pas s'il était encore vivant là, et ben, je l'ai eu en il est né en 2015, il aurait eu 10 ans, donc c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, d'accord. Mmh. OK. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses un petit peu, nous raconter ton chemin de vie parce qu'aujourd'hui, tu fais de la communication animale, Florence, mais c'est Mmh. pas ton métier premier. Alors, j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer un petit peu, comment on passe de la personne que tu étais avant à celle que tu es aujourd'hui? Et alors, grande question. Donc moi, j'ai commencé, on va dire, mes études, heu, par rapport à ma matière la plus forte à l'école. C'est-à-dire que j'ai eu un parcours, alors pareil, un parcours scientifique, oui, mais parce que j'étais nulle en littéraire et l'économie, j'aimais tellement pas le prof d'économie que je me suis dit: «Jamais de la vie je suis un parcours pareil». Voilà, donc par défaut, ça a été la science. Et puis finalement, ça m'a intéressée et la matière, vraiment où j'étais la plus forte en sciences, c'était les SVT, les sciences et vie de la Terre. Et bon, bah, voilà, au bac, j'ai une excellente note, avec un excellent coefficient, ce qui fait que j'ai le bac haut la main grâce à ça. Et puis, bah, j'ai suivi des études, dans ce domaine-là. Alors après en sciences, on a un peu le choix. J'ai fait, la fac, donc on a un peu le choix entre, le végétal, le minéral, tout ce qui est géologie ou alors l'animal. Et bon, bah, géologie, ça m'ennuyait, mais profondément. C'est-à-dire que je m'endormais dans ces cours-là. En animal, je pouvais pas parce qu'il y avait des moments où il fallait disséquer les animaux et là, ma sensibilité, enfin, c'est juste, pas possible. Je ne sais pas comment font les vétérinaires, mais ça peut pas être quelqu'un comme moi, clairement. Et puis, il y avait le végétal, donc c'était un peu, le choix par défaut, mais quand même un choix intéressant parce que ça m'apprenait un petit peu, voilà, les mécanismes de résistance, dans les plantes, leur faculté de germination, qu'est-ce qui était important pour eux, l'équilibre, électronique dans une cellule, enfin Mmh. bref, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, dans le domaine du végétal. Et puis c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choix par défaut, c'est-à-dire qu'à chaque fois je choisissais le moins pire, pas ce qui m'intéressait, mais j'éliminais tout ce que vraiment je pouvais pas faire et dans ce qui restait, ben, je prenais ce qui marchait le plus, quoi. Et c'est comme ça que j'ai passé ma licence, mon master en gestion de la qualité des productions végétales. Voilà, je suis Ouais. allée jusqu'au master. J'ai fait quelques stages. Les stages m'ont fait découvrir pareil ce que je ne pourrais jamais faire. Donc par exemple, travailler dans le public parce que le rythme ne me convient pas. Moi, je suis Mmh mh. quelqu'un qui travaille, d'arrache-pied, quoi, voilà. Donc le rythme du public ne me convenait pas. Puis les règles du public ne me convenaient pas non plus. Le salaire ne me convenait pas non plus. Ça faisait Rien ne te beaucoup. convenait. Ça faisait beaucoup. Du coup, c'était plutôt le privé. Dans le privé, j'ai regardé un petit peu les grandes structures, les petites structures, et puis finalement, j'ai fini par travailler dans des laboratoires et je m'étais dit, donc ma route semblait toute tracée, mais Mmh mh. vraiment, je serai, phytopathologiste. Voilà, donc Qu'est-ce que c'est ça, phytopathologiste? ça veut dire, comment dire? Quelqu'un qui étudie les maladies des plantes. D'accord. Et donc, j'aurais dû aider, en tant que responsable laboratoire à la sélection variétale de légumes, de fruits, enfin d'espèces végétales qui certes alors le sélectionneur lui travaille pour que la plante soit bonne en termes de goût, Mmh mh. qu'elle soit belle, qu'elle soit facilement cultivable et cetera. En phytopathologie à côté, on vérifie que les caractères de résistance, restent présents à chaque génération. Que si parce que souvent ça c'est, comment dire? C'est antinomique, c'est-à-dire que si tu sélectionnes le goût, généralement la plante elle est plus résistante. Donc il fallait vraiment faire très attention à garder les 2 critères, quand, voilà, le sélectionneur essayait de faire de nouvelles variétés ou voilà. D'accord. Et je pensais sincèrement que je ferais ça toute ma vie, Ça t'a mais passionné? j'ai Ça te passionnait ça? il y avait beaucoup de choses qui me passionnaient. Le fait de travailler, les mains dans la terre, le fait de, les choses étaient vraiment hyper bien rangées, c'était, enfin voilà, j'aimais beaucoup travailler sous la hotte à multiplier les pathogènes. Hem
Ce qui était un peu difficile, c'était les longues journées de lecture, des symptômes sur les plantes. Des fois, les conditions, parce que quand on devait travailler dans des tunnels, pour les melons, par exemple, et Mmh. qu'il faisait 59-60 degrés, je peux te dire qu'à la fin de la journée, on était un peu à l'ouest, quoi. C'est dur de travailler Mmh. sous autant de chaleur. Mais oui, ça me plaisait et en même temps, il y avait trop d'incohérences, et je passais de laboratoire en laboratoire, pas forcément pour le métier, mais parce que j'ai découvert ce que c'était que le travail en entreprise également. Et en Mmh. fait, il y a la théorie de l'école et il y a réellement ce qui se passe quand on est en entreprise. Bon, là, il y avait beaucoup de choses qui me convenaient pas, c'était pas assez humain. Il y avait des sous-règles en entreprise qu'on ne dit pas, mais qu'on doit deviner. Par exemple, si quelqu'un nous donne un ordre et qu'on a un contre-ordre, on doit prendre l'ordre de celui qui a le rang le plus élevé. Ah là là. Et des choses comme ça où on apprend sur le tas de comment devoir se comporter en société. Et ça m'a rendue folle, hein, on va dire, faire ça court, ça m'a rendue un peu Ouais. folle. Mais bon, je m'étais dit: «C'est juste que je trouve pas la bonne entreprise», donc j'ai changé, quelques fois et franchement, mais je sais pas, mais j'ai dû trouver les pires entreprises, je sais pas, mais à chaque fois, j'ai des anecdotes à raconter, ça pourrait faire l'objet d'un seul podcast, tellement. Mais non, mais enfin, je veux dire, d'une entreprise à l'autre, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, là, j'ai trouvé le pompon», et du coup, je pars, je vais dans une autre entreprise et là, je me dis: «Non, mais on marche, enfin, c'est pas possible, on marche sur la tête, il y a une caméra cachée». Enfin, on peut pas dire ça à quelqu'un décemment et partir en souriant pareillement. Il y a Eh ben non, en fait. Ah, le monde de l'entreprise est terrible, hein. Voilà, donc ça, c'était moi pendant, 7 ans, donc 7 j'ai fait ans. beaucoup d'entreprises. Et du coup, alors à quel moment tu as eu le déclic, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait toutes ces entreprises, donc tu étais scientifique de base? Je comptais y rester, hein, vraiment, et puis je montais bien dans ma carrière là, puisque j'ai dans mon dernier laboratoire, donc là je l'ai monté, c'était hyper stimulant. C'était vraiment un projet où on partait de zéro, où il y avait juste une dalle béton et rien du tout, et en gros on m'a dit: «Bah voilà, Florence, Legers, vous avez 4 mois, on vous embauche pour, monter un laboratoire fonctionnel, et certifié, reconnu par le laboratoire de France pour pouvoir certifier les semences qui seront vendues par cette usine». Ça a été hyper stimulant, mais de nouveau, bon là, je pense que c'était le pompon du pompon de tous Les de pompons. toutes les en ah oui, des entreprises. Là, je pense que le code du travail, même eux ne connaissent pas ce mot. Je pense que là, on est arrivé à un stade, Mmh. on était vraiment très loin. Donc je suis dans cette dernière entreprise et ça se passe, alors hyper bien professionnellement dans moi, mes tâches, faire monter en compétences. J'ai passé d'autres diplômes là-bas supplémentaires dans la reconnaissance de, en fait, je suis analyste senior aussi. Bon, ça me sert plus à rien, mais pour certifier les semences en France. Mmh mh. Et enfin bref, c'était hyper intéressant professionnellement dans mon travail, mais après m'intégrer au sein de l'entreprise, de la psychologie de l'entreprise, et cetera, là, j'avais énormément de difficultés. Mmh. En plus, à ce moment-là, je viens d'emménager en Charente, et pas la Charente-Maritime que les gens disent: «Oh, c'est génial et tout, la mer et tout, enfin l'océan, tout ça». Non, non, la Charente profonde. La Mmh. Charente où il y a pas l'eau, il pleut je sais pas combien de mois de l'année, et l'accueil est franchement, pas très agréable, hein. Moi, de ce que j'ai vécu, vraiment, on me regardait comme étant une étrangère, quoi. Je pense que j'ai vécu le racisme en étant blanche et française en France. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'il suffit d'arriver dans une région où si tu n'es pas né dans cette région, tu n'es pas accepté. Oui. Donc c'était ce contexte-là, et en plus, dans ce contexte-là, donc j'emménage avec mon conjoint dans cette région parce que lui, il a été muté, donc je l'ai suivi. Et donc je trouve ce boulot dans le laboratoire que je construis OK. Les gens sont pas très sympas, l'entreprise, ça se passe pas très bien, et un jour, je vais perdre, l'un de mes chats. Donc en fait, Choupi, le fameux dont j'ai commencé à parler là en début de notre interview, Choupi. Donc je le laisse sortir le matin, ça c'est comme d'habitude, hein, je le laisse sortir le matin, puis quand je suis pas là, moi je suis un peu mère poule, hein. Donc je le fais rentrer à la maison le temps que moi je suis au travail, et le soir quand je vais rentrer, ben, je vais de nouveau lui réouvrir, il pourra de nouveau aller dehors, et cetera. Mais quand je suis pas là, je préfère qu'il soit à la maison. Et là, ce matin-là, quand je le fais sortir et quand je vais pour le re-rentrer avant de partir au labo, ben, en fait, il rentre pas, et là, c'est compliqué. Là, c'est très, très compliqué. Donc je suis en retard, hein, 1 heure, 2 heures que je devrais être déjà au laboratoire, je suis Ah oui, responsable. tu t'es mise en retard de 2 heures parce que tu cherchais ton chat, en fait? Ouais.
Mmh. et je me voyais pas partir sans le trouver. Donc bon, bah, je le cherche et puis je me dis à un moment donné: «En fait, c'est pas possible parce que le laboratoire, si j'y suis pas, il démarre pas. C'est moi la responsable, c'est moi qui donne, les ordres, les missions, j'ai 1 milliard de choses à vérifier, c'est moi qui gère le système qualité. Si j'y suis pas, Mmh. enfin, ça ne marche pas, en fait». Donc je me suis dit: «Bon, je laisse la fenêtre, de la cuisine ouverte, elle a des barreaux, donc les cambrioleurs peuvent pas rentrer. Mais mon chat, enfin voilà, il doit pas être très loin, il va revenir, quoi». Après tout, ça faisait que 2 heures qu'il était dehors sans ma surveillance. Je me suis dit: «Il va revenir». Donc je vais au laboratoire, je préviens mon conjoint. Mon conjoint, je lui dis: «Ben, si tu rentres et qu'il a la maison ferme pour le garder à la maison». Mon conjoint rentre en début d'après-midi, le chat n'est pas là. Mmh. Je rentre le soir, le chat n'est pas là. Et là, c'est le début de l'enfer, en fait. D'accord. Là, c'est le début de l'enfer. Je vais chercher mon chat pendant 9 mois. 9 mois! J'ai perdu, je sais pas combien de kilos, parce que moi, quand je suis stressée, je peux plus manger. Mmh. Donc je ne mangeais plus, je dormais très peu. Je rappelle qu'au laboratoire, le contexte, hein, c'était pas du tout, accueillant, hein. J'étais en conflit permanent avec, mon supérieur et l'ensemble des équipes. Donc D'accord. c'était vraiment très compliqué, même si professionnellement, mon travail, je le faisais très bien, mais en tout cas, l'entente avec, ces personnes-là était compliquée. Donc ouais, ça a été très, très, très difficile. Et qu'est-ce qui m'amène à la communication animale? Bien justement, dans mes recherches de mon chat, j'appelle en fait quasiment toutes les 2 3 semaines l'ensemble des vétérinaires qu'il y a autour de chez moi, en leur disant: «J'ai perdu mon chat, il est telle, telle, telle couleur, telle longueur de poil» et cetera. Ouais. Et en fait, je sais très bien par expérience que n'importe qui emmène un animal chez un vétérinaire, le vétérinaire ne il ne vérifie jamais les puces. C'est-à-dire que si on vient en disant: «C'est mon animal, c'est mon chat, c'est mon chien», la personne, elle part en consultation et qu'elle ait ou pas le carnet de santé, qu'elle ait ou pas le numéro de la puce, je vais te dire, personne vérifie. Donc je me suis dit: «C'était hyper facile de me voler mon chat». D'accord. Donc c'est pour ça que je j'appelais en disant: «Si vous voyez des animaux comme ça, vérifiez les puces pour qu'on soit sûr que c'est pas le mien, en fait». Et j'étais en larmes, hein. Tu te doutes bien qu'à chaque fois, chaque mois, rappeler et Mmh. redemander, «Est-ce que vous avez pas vu?» Bref. Et il y a une assistante vétérinaire qui je vais la toucher, particulièrement, de m'entendre encore en larmes tant de mois après en lui redemandant si elle avait pas vu un chat comme ça. Et cette dame, elle me dit: «Mais vous savez, essayez la communication animale. De toute façon, au point où vous en êtes, au mieux ça vous aide, au pire, ben, de toute façon, vous en saurez pas plus». Ouais. Et là et là, je me suis dit: «C'est quoi ce truc?» Donc je me renseigne un peu. Et là, alors, je vais te dire vraiment ce que j'ai pensé, on va être honnête, hein. Bah, bien sûr. Je me suis dit: «C'est quoi ce truc de charlatan qui Hein, hein. utilise, le chagrin des gens Eh pour oui. se faire de l'argent?» Voilà. Première réflexion, c'est ça. Parce que j'étais mais très, très loin de mon style de vie, de mes Mmh. croyances, du champ des possibles dans ma tête à ce moment-là, c'était ça. Et puis après, je me dis quand même, Florence, en tant que bonne scientifique, parce que j'ai pas un fond méchant, avant de dire que c'est des charlatans, apparemment, il y a des gens à qui c'est le métier. Mmh mh. Donc dans le doute quand même, teste. Mais teste sincèrement, pour voir, voilà, si ça va aboutir à quelque chose ou non. Oui, ça tu as presque une démarche scientifique, en fait. Ah beh, tu vas voir et ça m'a pas quittée, hein. Et donc je veux pas payer au début pour des conneries. Donc je prends des communicatrices débutantes. Et là, je vais avoir tout et son contraire. D'accord. Le chat, il est, chez un vieux monsieur, après il est dans une autre famille, après, il est mort ou alors mon chat ceci et en fait, chaque débutant va me donner une version où il y en aura aucune qui me dise la même chose. Mmh. Et après je me dis: «Bon, ça veut pas forcément dire que c'est du bullshit, mais ça veut peut-être aussi dire que ça demande de la compétence de faire ce type de communication». Tu vois? Je devais avoir une pseudo-intuition parce que c'est maintenant je le sais avec l'expérience que c'est le cas, que ça demande Mmh. un peu de la compétence, les animaux perdus. Et en fait, je vais payer une communicatrice professionnelle que tu connais très bien, qui est Annabelle. Ah oui! D'accord. Belle Annabelle, enfin, parlons-en, mais c'est un phénomène cette dame, elle a une personnalité, voilà, peu banale et entre autres, une chose, moi, qui m'avait marquée, c'était le fait qu'elle était pas du tout organisée. Et Mmh. moi qui suis responsable laboratoire, carré et Mmh. cetera, système de vérification et tout, cette dame m'a dit: «J'ai bien reçu votre demande, je vous appelle, dès que j'ai un moment». Et je me suis dit: «Mais c'est-à-dire? Genre, dans les 5 minutes qui arrivent ou?» Ouais. «Non, non, genre dans le mois ou dans les jours qui viennent ou on sait pas en fait». Genre, un appel inopiné.
Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est cette personne sans calendrier?» Non mais franchement Laurent, c'est bizarre quand même. Bon, donc très bien, je me suis dit: «Ne braquons pas les gens, si c'est leur façon de travailler, essaye de t'adapter» et un jour, elle m'appelle. Alors je Ah! sais plus en Combien de quel temps délai, après mais du coup? beh, je Enfin, sais plus. tu sais plus? Mais vraiment, il y a dû y avoir au moins plus de 10 jours qui sont passés, quoi. Mmh mh. Cette dame m'appelle et j'avais fait, alors c'est pas gentil, je le dis maintenant, mais je l'avais un peu testé dans le sens, vu que j'y croyais pas du tout, je lui avais demandé de faire une communication avec mon choupi et avec un autre de mes chats pour que si jamais elle me disait sur le moment, des choses très bateau pour l'un, ils avaient Mmh. une personnalité tellement rien à voir que ça marcherait pas pour l'autre. Mmh. Et donc là, quand elle m'appelle, je suis au laboratoire. Alors moi, je prétexte une réunion dans mon bureau en tant que responsable, hein, voilà, je ferme les portes. Je suis donc au téléphone avec Annabelle et Annabelle me dit: «Bon, on va commencer par Choupi parce que si c'est pas une bonne nouvelle, comme ça, on pourra, terminer de manière un peu plus joyeuse» et donc elle commence avec Choupi et là, elle me dit: «Bah, je crois que j'ai une mauvaise nouvelle, pour elle, il est décédé» et là, tout se fracture en moi. Mmh. Et c'est bizarre parce qu'il y avait déjà d'autres personnes qui m'avaient dit, «Il est vivant, il est mort, il est», et j'y croyais pas vraiment. Je me suis dit: «Mais enfin», mais je sais pas, quand Annabelle a parlé, il y a quelque chose en moi qui a reconnu que là, elle disait la vérité, en fait. Mmh mh. C'était vraiment surprenant et puis derrière, elle va me décrire, son caractère, sa manière de réagir avec les autres chats de la maison, sa manière d'être avec mon conjoint et cetera et là, j'avais même pas besoin qu'elle fasse le second, hein. Je te le dis tout de suite, Ouais. je savais déjà que c'était vrai, j'en étais malade et là, ça a été vraiment pour moi j'allais dire un tremblement de terre interne. Ça ou je sais pas comment expliquer, mais parce que non seulement j'apprends que mon chat est décédé, Ouais, malheureusement, oui. a priori, parler avec les animaux, c'est possible. Oui. En plus, une fois qu'ils sont défunts, ça l'est encore, puisque c'est le cas de mon chat Choupi. Ouais. Et en plus, Annabelle m'apprend que c'est une capacité humaine et que tout le monde peut l'apprendre. Mmh mh. Mais alors autant te dire que là, toutes mes croyances et fondations étaient complètement littéralement dynamitées et tu te retrouves Florence comme ça, qui sait plus comment est-ce qu'elle s'appelle, où est-ce qu'elle habite, dans son bureau, volée et porte fermée là, rega Dans ta je réunion? dans ma pseudo réunion, qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais. Ah ouais, non mais là, ça a été vraiment quelque chose Une de. déflagration, ça fait comme une déflagration. Mmh. Mais je sais pas si tu imagines ce que c'est que toutes tes croyances, depuis que tu es né, du Qui coup, explose quoi, ouais. on vient de te démontrer par A plus B qu'en fait c'est faux. Mmh mh. Non mais ça c'est quand même, je sais pas comment te dire, mais c'est quand même c'est pas rien. Bah non, c'est pas rien et comment du coup tu as réussi à de là parce que là forcément ça c'est un point de bascule là, très clairement. C'est-à-dire que Ah bah oui, oui. ce moment-là qui t'a permis de comprendre que cet animal avec lequel, Annabelle, communiquait, c'était vraiment ton chat puisque tu l'as reconnu. Ah oui. Quand elle t'a annoncé que le chat était décédé, ça a fait comme une sorte de sentiment vraiment de vérité. C'est venu percuter en plus tes croyances. Donc du coup, comment tu t'es débrouillée de ça après? Je sais pas comment dire, j'étais perdue et en même temps, je savais plus trop à quoi me raccrocher. J'avoue que la disparition de ce chat, je l'ai vécu, ça a été vraiment une épreuve de vie incroyable, quoi. Je Mmh. je je dis pas que c'est exactement pareil que de perdre un enfant, mais je l'ai vécu vraiment avec une difficulté. Je pensais que je m'en relèverais pas. Je Mmh. pensais vraiment que je sais pas, qu'on pouvait mourir d'une telle douleur physique. De chagrin, mourir Ah de mais chagrin. c'était affreux. Mmh. Ah mais c'était je et donc en fait, en ayant discuté un petit peu avec Annabelle, je lui ai posé plein de questions, mais, «Est-ce que vous êtes sorcière? Est-ce que c'est un don? Est-ce que, comment ça se fait que soi-disant l'être humain en est capable et il y a si peu de gens qui le font?» Mmh. Co mais bref, j'avais mais tellement de questions et puis, bah, j'ai co alors Annabelle me dit que ça s'apprend, elle ne formait pas à cette époque-là et qu'elle me disait: «Mais pourquoi pas, vous aussi?» Et moi, je me suis mise avec détermination parce que j'avais beaucoup de colère, en fait, du décès de Choupi. Mmh. Je me suis sentie abandonnée et ça, Ouais. je l'avais écrit sur les réseaux en disant, «On martèle les humains,
de ne pas enfin voilà, on fait des propagandes à la télé comme quoi il faut pas abandonner les animaux et tout, mais j'ai dit: «Mais jamais personne, vous prévient ou vous prémunit qu'un jour peut-être c'est eux qui vont vous abandonner». Et Mmh. j'avais vraiment ce truc en moi de colère, de: «Mais pourquoi est-ce qu'il est mort si jeune? Comment ça se fait qu'il est parti maintenant?» C'était Oui, insupportable pour moi et d'autant plus que quelqu'un qui connaît ni d'Ève ni d'Adam, mon chat, elle peut encore lui parler. Elle peut oui, encore avoir des nouvelles et tout de lui et de savoir comment ça se passe pour lui. Mais moi, en fait, c'est fini. mmh, J'aurai plus le contact physique, j'aurai plus, enfin bref, d'échanges, de compréhension avec lui, et c'était insupportable pour moi. Et je me suis dit, et en plus, si cette capacité, elle est vraiment donnée à tout le monde, pourquoi pas moi? mmh. Et je me suis mise en tête de chercher une formation en communication animale de quelqu'un un peu scientifique pour me mettre sur le chemin de la communication animale. Donc c'est comme ça que je me suis formée et je me suis formée avec acharnement, faut dire les choses. Déjà que je suis une travailleuse de base, mais là vraiment ça a été avec acharnement. C'est-à-dire que j'avais vraiment comme objectif de monter tellement mes capacités, pour pouvoir me reconnecter à mon chat perdu, en fait. Ouais, c'était vraiment Mon ton but. objectif de vie, c'était ça. Et je pense et jamais de la vie, je m'étais dit: «Un jour, je changerai de métier», Mmh. enfin, ouh là là, pas du tout. Pour moi, je serais toute ma vie responsable laboratoire, en changeant d'entreprise certainement, parce que là où j'étais, ça se passait mal. Mais jamais de ma vie, je m'étais dit: «Un jour, je travaillerai avec les animaux» et en fait, bah, voilà. Ton idée première, c'était d'apprendre la communication animale pour te connecter avec ton loulou Mmh. et pour pouvoir rester garder du lien parce que tu t'étais sentie abandonnée par lui, en fait. Ouais, complètement. Mmh. Et alors, comment est-ce que, tu as continué à cheminer? Donc tu as fait la formation, tu t'es acharnée, à être, performante, c'est comme ça? Ouais. Et du coup, alors, comment à un moment donné on devient, on apprend, on est scientifique et on devient, on change de métier? Comment est-ce qu'on fait le switch, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Beh, les circonstances de la vie, en fait, j'étais arrivée à un tel niveau de colère en moi dans mon travail, mais vraiment, on me demandait de falsifier des documents, on me demandait, Mmh. enfin, on criait sur les techniciens qui travaillaient pour moi et ça me je supporte pas qu'on respecte pas l'humain. Donc, moi, à chaque fois, je montais au créneau pour que les gens aillent s'excuser. Enfin bref, j'étais toujours en conflit. Donc dans mon entreprise, ça se passait extrêmement mal. J'avais le cœur brisé, mais Mmh. littéralement, d'avoir Mmh. perdu mon chat. Et bon, à ce moment-là, dans mon couple, c'était pas au plus haut point. Cette région, je pouvais plus me la voir. C'était la région qui m'avait fait perdre mon chat, dans lequel j'étais pas accueillie. On me regardait vraiment, mais vraiment comme une étranger. Mais vraiment, je sais pas comment font les gens qui malheureusement sont pas nés en France et doivent vivre en France. Franchement, je les plains parce que c'est Mmh. c'est tellement affreux ce sentiment de rejet alors qu'on est Mmh. juste des êtres humains, quoi. Je sais Mmh. pas où les gens peuvent voir de telles différences réellement. Mais on m'avait même dit en entretien là-bas, au début j'ai passé plusieurs entretiens, on m'avait dit: «Vous savez, vous n'êtes pas nés ici, donc on ne vous donnera pas le travail parce qu'on sait que vous resterez pas». D'accord. C'est quand même un truc de fou là-bas. Bon bref. Bienvenue en Charente. Ouais, bienvenue en Charente. Beh, autant vous dire qu'avec ce genre de choses, personne va rester, hein. Donc en fait, je suis partie en me disant j'étais tellement au bout de ma vie là-bas que je me Mmh. suis dit: «C'est fini en fait, je quitte tout en fait, là je vois pas l'intérêt de rester». Donc je démissionne, Mmh. de mon travail. Voilà, je prends mes clics et mes claques. Je dis même à mon conjoint qu'on va se séparer en fait parce que je sais pas si lui peut me suivre ou pas, donc on est un peu dans ce truc-là. Et puis en fait, je pense que l'univers a conspiré et qu'on devait rester ensemble puisque finalement lui se fait muter Oui. et moi je voulais partir uniquement dans la région de Montpellier. Il y avait pas de parce que je voulais, être proche du soleil quoi, donc le sud-est, ça a un soleil qu'il y a nulle part ailleurs, donc ayant grandi dans le sud-est, je voulais retourner dans cette région et j'avais décidé Montpellier. Et bien lui se fait muter, je sais pas, par la providence à Montpellier. Il a pas eu le Mmh. choix en plus, hein. 1er poste, où il doit postuler, c'est là et il est pris. Donc en fait, on part en même temps. On part dans cette région-là et dans cette région-là, bon nous 2 ça va beaucoup mieux, ça se pose, puis moi je redescends en colère de mes difficultés que je pouvais avoir là-haut et je cherche un travail, hein, parce que bon, faut Mmh. payer, hein, le Le loyer et le loyer à soleil du Montpellier. sud. Et donc je cherche dans les laboratoires qu'il y a autour et je me dis: «Mais ça va être easy», vraiment, mais tellement, enfin je veux dire, j'ai quand même, un master, 2 diplômes supplémentaires dans la certification de semences. J'ai Ouais. travaillé donc je sais plus,
5-6 entreprises dans le domaine, j'ai monté le dernier laboratoire, enfin je veux dire, je suis vraiment respectée par mes pairs dans ce domaine. Je me suis dit: «Mais vraiment, comme une lettre à la poste, hein, j'envoie un CV, et puis moi je postule à tout, c'est-à-dire, ça me dérange pas d'être ouvrière, hein, Mmh. de rentrer en tant qu'ouvrière, en tant que technicienne. Je sais très bien qu'à un moment donné, je monterai les échelons, puis je reviendrai, à un poste intéressant. Et là, j'ai envoyé je sais pas combien de CV et en fait, je suis prise nulle part. Mais pas un Dans entretien, aucun en fait. laboratoire. Zéro, zéro, zéro. C'est impossible. C'est pas possible. Mmh. Je vois pas qui pourrait être plus qualifié que moi. Donc à un moment donné, pourquoi tu me prends pas en entretien? Et donc je fais appel à un réseau professionnel, des parrains professionnels qui existent. Donc moi j'ai fait part enfin j'ai intégré, mais j'ai demandé de l'aide à un réseau qui s'appelle SNC, Solidarité Nouvelle face au chômage. Ah oui, Et c'est d'accord. des personnes qui sont PDG d'entreprises, qui travaillent bénévolement pour aider des personnes au chômage, à se réinsérer dans le monde professionnel. Et je me suis dit: «Bah, bingo, je leur donne mon CV, ma lettre de motivation et ils vont bien avoir un réseau pro pour me mettre quelque part et qu'au moins je décroche un entretien». Après, je sais que généralement, dès que j'ai un entretien, j'ai le poste derrière, donc j'avais vraiment pas trop de doutes sur ça. Et à l'entretien, avec ces 2 PDG, heu, ça a été très, très surprenant. Alors moi, j'étais bien, préparée, mon CV, ma lettre de motivation, bien habillée, propre sur moi. Je faisais bien attention à comment me positionner, machin, comment Tout bien comme il parler, faut. tout parfait. Et et en fait, donc ils regardent mon CV, tout ça, on fait un peu connaissance, ils trouvent, en effet ma spécialité intéressante, pour eux, pas de problème, de la démotivation, de CV, tout ça, tout va bien. Et là, après, ils me disent, «Vous savez, madame Logers, on trouve que vous ne respirez pas la joie de vivre». Mmh mh. Et cette question a déjà enfin, c'est très bizarre. Tu vois, déjà, il y avait un truc un peu bizarre et puis moi, je l'ai pris un peu mal, en fait. Je me suis un peu vénère toute seule. J'essayais de voilà, de rester calme, mais je me suis dit: «Mais c'est quoi ton problème, en gros, quoi?» Bon, j'ai un tempérament un peu, si tu me marches dessus, je te réponds, quoi. Et bon, j'essaye de me calmer, je me dis, ben, enfin, c'est-à-dire? Ils me disent: «Oui, quand même, on se rend compte que quand vous parlez de votre métier, vous êtes pas très solaire». Je reprends mal. Et en même temps, à l'intérieur de moi, je me dis: «Ben, en même temps, évidemment, quoi». C'est-à-dire que d'ailleurs, peut-être Avec que je leur ai dit, je sais plus ça. Mais je venais de quitter un laboratoire où j'étais pas loin du burn-out. Honnêtement, tu me demandais 2 fois 3, je crois que je savais plus le faire, Laurence. C'était tellement d'accord. j'étais, épuisée psychologiquement de ce qui s'était passé là-bas. Je venais de perdre le chat de ma vie. J'ai failli Ouais, me séparer de mon conjoint. J'arrive dans une région où j'ai pas de travail et les messieurs me disent: «Vous ne respirez pas la joie de vivre?» ouais. On Bon, va rester poli, mais mêle-toi de ce qui te regarde parce que j'en ai déjà suffisamment sur le hein, bon. Et donc bah, je crois d'ailleurs j'ai dû leur dire parce que derrière ils vont me dire, «Mais non, le prenez pas mal, mmh, c'est juste qu'on se rend compte que travailler en laboratoire, ça a pas l'air d'être le plus épanouissant pour vous». Et moi je leur dis un peu sèchement: «Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de toute façon? J'ai un master là-dedans, une expérience ouais. professionnelle là-dedans, qu'est-ce que enfin, c'est bon, je vais pas reprendre des études, hein, autant vous dire que ça y est, hein, c'est ça mon métier, hein, il y a pas d'autres Pour toi, questions, la hein». route était tracée, quoi. Ah bah oui, non mais attends, c'est j'ai fait vraiment autant de temps d'études, de mémoire et de je sais pas quoi pour qu'au final, non Mmh. mais tu vois, je repasse pas un diplôme. C'est non. Donc c'est ce que je leur dis et donc ils se rendent bien compte que je suis fermée de ce côté-là et ils me disent: «Bon bah, madame Rogers, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre?» Et là, gros blanc. Hein, hein. Parce que là, Laurence, comment je dis à 2 PDG d'entreprise que tous les jours, dans ma tête, je parle à des animaux et ils me répondent que j'en fais des statistiques pour savoir à quel point je suis fiable ou non, que j'en fais des comptes rendus et que voilà, en fait, ma vie, c'est ça. Voilà, comment je dis ça à des PDG d'entreprise? Alors que j'étais arrivée, je rappelle, hein, toute propre sur moi, tu sais, la valise, de professionnel à la main, L'attaché case, oui. l'attaché case, voilà, à la main, et je me suis dit: «Comment je dis ça à des PDG d'entreprise?» Et bon, moi, j'ai vraiment ce truc de je sais pas mentir. Je peux pas, ça me prend trop d'énergie. Je peux que dire la vérité, ça me prend trop d'énergie, je peux pas. Donc là, je vais leur dire: «Bah, j'ai pas le choix». Ben, je leur dis: «Écoutez, je fais de la communication animale», Mmh. en espérant très fortement que comme c'est pas très connu,
enfin, en tout cas, moi, dans mon monde, de là où j'étais avec mon entourage, c'était absolument pas connu. Je me suis dit: «Bah, ils vont comprendre que c'est, comportementaliste, comme souvent, et puis on va passer à autre chose». Oui. Et pas du tout. Ils me font: «Ah, c'est intéressant, on ne connaît pas, il s'agit de quoi?» Et là, je me dis: «Oh punaise, oh dans quoi je me suis mise?» Elle est obligée de t'expliquer, je suis obligée, donc j'explique. Alors, de toute façon, j'ai pas le choix, donc je me suis lancée, hein. Je leur dis: «Écoutez, je vais sur les réseaux sociaux prendre des photos d'animaux de gens que je ne connais pas», avec où je dis la vérité, hein, donc je cherche des questions, enfin, je pose des questions vérifiables aux animaux, donc c'est-à-dire, quel est, ton caractère? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes pas faire? Qu'est-ce que tu Mmh. aimes? Qu'est-ce qui te rend triste? Est-ce que tu as eu des événements traumatisants dans ta vie? Est-ce que tu as des problèmes de santé? Bref, je note tout ça et j'envoie mes notes au gardien et le gardien doit me corriger chaque mot et à partir de là, j'essaye d'identifier, qu'est-ce qui fait que des fois j'ai juste? Qu'est-ce qui fait que des fois j'ai faux? Comment m'améliorer? Et en gros, je fais travailler mes perceptions, quoi. Et donc je leur dis: «Voilà, je fais des statistiques» et puis je m'étais lancée dans mon truc, tu vois? Parce qu'une fois où tu me lances sur mon sujet, j'y suis. Donc et puis je leur ai dit: «Bah, écoutez, j'ai fait un tableau statistique, voilà, donc à peu près j'ai ci, j'ai ça, donc là je suis à 272 je suis arrivée à, plus de 80 d'exactitude, je trouve que mes points forts, c'est plus sur la personnalité. Pour le moment, les couleurs, j'ai du mal à et j'ai toujours du mal honnêtement, même aujourd'hui avec ces années d'expérience, mais les couleurs, c'est toujours quelque chose qui pour moi est difficile». Mmh mh. Et donc je leur parle de ça avec, et là ils me regardent avec des grands yeux et d'un seul coup quand je vois leur expression, je me tais et je me dis: «Mince, tu Mmh. en as trop dit. Je pense que tu es allé trop loin dans le délire là, ils t'ont pas suivi» et je les et du coup je me tais, je me dis: «Bon bah rajoute rien, attends de voir ce qu'ils vont me dire» Mmh mh. et ils se regardent et je me dis: «Mon Dieu, ça y est, c'est fini en fait. Bon bah ils m'aideront pas à avoir un poste en laboratoire quoi, ça va s'arrêter là» et il y en a un qui me regarde, il sourit et il me dit: «Mais c'est incroyable ce que vous faites» et je me suis Ah, dit: «Attends, génial. c'est même L'ouverture pas». d'esprit. Beh, ouais et en fait, ils se moquaient même pas de moi. Mmh. Je dis toujours rien parce que j'attends le tu sais, La le suite? revers. Ouais, j'attends le revers, genre: «Mais L'aller-retour. vous» ouais, voilà, mais non et en fait, non, ils sont restés très bienveillants en me disant: «Beh, c'est incroyable, Mmh. en fait, vous êtes quand même dans un milieu très intuitif Mmh. et vous le travaillez de manière scientifique, C'est ça. et là, quand vous en parlez et ben, là, vous avez le soleil dans le cœur et ça se Mmh. voit que ça vous plaît» et alors j'étais quand même très fière que comment dire? Que de les avoir convaincus que ce que je faisais était sérieux. Et puis Oui. ça me faisait plaisir en fait qu'ils m'aient écoutée sur un truc que je découvre et vraiment je découvrais vraiment les lois de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, Mmh. parce que j'étudiais pas que la communication animale, hein. Moi quand j'ai étudié ça, j'ai étudié tout ce qu'il y avait autour de l'intuition. Mmh. Donc le remote viewing, les médiumnités, les guérisseurs, qu'est-ce qui fait que enfin quelle est la différence entre un chaman et un remote viewer et un communicateur animalier, bref. Et c'est eux en fait qui vont me dire, écoutez, on va vous mettre au défi. Oui, on peut vous placer dans un laboratoire, mais bon, est-ce que vraiment toute votre vie, vous allez avoir, on va dire, le cœur terni comme ça? Ou Mmh. est-ce que vous allez faire un métier qui vous donne le sourire? Et donc, ben, pour ça, on vous met au défi de, pendant 6 mois, vous allez essayer de monter votre entreprise en communication animale. Si ça marche, ben, vous ferez un métier qui vous donne le sourire et si ça marche pas, on vous aide pour avoir un salaire, donc à être placé dans un laboratoire. Waouh! Donc là, moi, je me tais, je souris et je me dis, bah, c'est un peu osé quand même parce que, ben, j'ai pas de clientèle, démarrer un chiffre d'affaires, comment est-ce que vous voulez démarrer un chiffre d'affaires, puis vous avez vu les loyers à Montpellier, enfin, vous rigolez pas un peu? Mais en même temps, moi, j'aime bien les challenges, hein. J'ai monté, 2 laboratoires, 1 avant de Leplanque, enfin bref, j'ai quand même fait des choses avant, donc je me suis dit: «J'en suis peut-être capable, allons-y» et je me suis dit: «De toute façon, c'est pas risqué puisque dans 6 mois, au pire, j'ai un autre poste, donc qu'est-ce Mmh. que» et en fait, je vais vraiment le faire, en fait. Donc je vais monter mon site internet, je vais monter mes formations, en communication animale par rapport à ce que j'ai pu, comprendre et apprendre, sur la communication animale et sur l'intuition de manière générale. Et j'ai une casquette de professeur, ça je te l'ai pas dit, mais j'ai aussi pas mal enseigné, enfin bref, dans des collèges, en privé, à mes techniciens, Avant de travailler en laboratoire?
En parallèle, quand entre des CDD, je trouvais pas de poste, je D'accord. travaillais dans l'enseignement et puis après depuis toujours, j'ai aidé des personnes à apprendre donc en fait, Mmh. c'est puis même au sein du laboratoire, je formais mes techniciens donc Mmh. j'avais vraiment ce truc de structure, de créer des formations, c'était un peu mon truc aussi. Donc je fais tout ça, je m'en occupe, du mieux que je peux et puis, ben, je crée, aussi ma page Facebook et cetera et en fait, là, je commence à me rendre compte que je sais pas combien de centaines de personnes avec lesquelles je m'étais entraînée dans l'objectif d'être capable de parler à mon chat, hein, d'accord? C'était ça mon Oui, objectif oui. et bien, en fait, toutes ces personnes-là ont gardé mon contact et quand je leur ai dit: «Écoutez, bah, voilà, je vais essayer de faire ça professionnellement parlant, je tente. Ben, en fait, quasiment toutes ces personnes, bah, m'ont dit: «Ouais, super» ou il y en a qui m'ont pris des prestations et en fait, j'ai commencé à grandir comme ça et en fait, j'avais déjà une clientèle Mmh. de par la quantité d'entraînement que j'avais Ouais, faite. ouais. Oui, d'accord. C'est ça, en fait et bah, autant te dire que 6 mois après, je suis retournée voir mes parrains en disant: «Ben, j'ai un demi-SMIC» et ils m'ont dit: «Waouh, pour une création d'entreprise, c'est pas banal, hein». Mmh. Donc ils m'ont dit, «On prolonge» et j'ai dit: «Bah, là, je vais pas m'arrêter, en fait. Là, c'est-à-dire, vous pouvez me donner un poste quelque part, j'ai bien envie de tester, d'aller plus loin» et bah, je sais plus combien d'années je vais travailler, avant de tomber gravement malade, mais en tout cas, mon salaire, il va doubler rapidement et je vais arriver au SMIC et certes, le SMIC, c'est pas extraordinaire, Oui, par mais rapport au salaire que tu touchais avant, j'imagine qu'on est bien en deçà de ce que tu percevais, mais est-ce que pour autant j'étais quand voilà, même à mon compte, avec plus d'incohérence de vie. C'était un métier de cœur. c'était aligné, quoi? Ouais, c'est ça. J'ai pas de déplacement, de voiture, alors que quand j'étais responsable laboratoire, j'avais 1 heure et demie de route par jour. Ouais. Là, j'avais plus d'essence, plus de frais de voiture. Bon, je m'étais dit, «Allez, on n'a qu'à enfin, en gros, on n'a qu'à continuer, quoi» et puis, bah, en fait, comme tu m'interviews aujourd'hui, Laurence, Mmh. tout le monde se doute bien qu'en fait, je suis jamais retournée en laboratoire, mais parce que, bah, ça s'est pas fait et puis ça a bien marché en communication animale et maintenant, bah, j'en vis, en fait, hein. Je vis que de ça. Ouais, C'est vraiment ton activité, en fait, à temps plein? 100. Ouais. Ah ouais, à 100. Bah, Mmh. plus la trust technique maintenant, Ouais. mais Alors ouais, juste 100. ouais, justement, on va parler de la trust technique. Hem, et avant de parler de la trust technique, avant même d'expliquer ce qu'est la trust technique, en fait, moi, ce qui va m'intéresser, avant même que tu expliques ce que c'est, d'accord? Heu, c'est déjà je veux pouvoir parler un petit peu de mon expérience là, toute fraîche de la trust technique. À la maison, j'ai le chien de ma fille qui s'appelle Jinko, que vous voyez sur les réseaux. C'est un petit chihuahua à poils longs. Jinko, c'est le chien de Barbara. Barbara, elle vit dans le sud de la France, à Mont-de-Marsan et là, je vais être amenée à garder Jinko, pendant quelque temps pour des raisons, qui sont, indépendantes de la volonté de Barbara et Jinko, c'est un chien qui est super stressé, super, angoissé, voilà, il couine beaucoup, enfin et du coup, Florence qui fait de la trust technique, on va en parler après, ben, j'ai eu envie en fait de tester la trust technique avec Florence, donc j'aurai l'occasion de vous en parler sur les réseaux aussi, mais c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Alors avant même que tu expliques ce que c'est que la trust technique, moi j'ai besoin que tu nous dises comment tu as découvert ça? Après tu expliqueras ce que c'est, mais Ouais. dis-nous comment tu as découvert ça et qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans cette méthode-là par rapport au fait que toi déjà tu es communicatrice, tu fais des formations, voilà. Qu'est-ce qui f Comment tu l'as découvert la trust technique? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Alors déjà, ça c'est parti alors ça part un peu de mon histoire personnelle où je sais ce que c'est que d'être traumatisée et je sais qu'il faut travailler longuement sur soi pour qu'un humain, traumatisé puisse être de nouveau refonctionnel dans la société. Déjà, ça c'est le point de départ, de ma réflexion et dans les communications animales, bon, bah, ça Laurence, malheureusement tu dois le vivre assez, quotidiennement. Des animaux traumatisés, c'est tous les jours. Oui C'est-à-dire que c'est assez rare un animal, qui a eu aucune difficulté dans sa vie. J'espère que ça existe, mais c'est quand même assez rare. et j'ai envie de te dire, chaque être, humain
mammifère, ou autre, hein, même les oiseaux, il y a pas d'être vivant qui n'a pas connu un traumatisme dans sa vie. C'est tout le monde. Bon, partons de ce voilà, de ce Postulat. prérequis-là, de ce postulat-là. Ce qui me chagrinait beaucoup dans mes communications animales, c'était de comprendre quel était le traumatisme de l'animal. Donc il pouvait expliquer, bah, voilà, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, OK. Donc un peu comme chez le psy, hein, on a fait le Mmh. tour. On a très bien compris le traumatisme, on sait d'où il vient, le pourquoi, le comment ça se manifeste, mais il se trouve qu'il y a toujours les séquelles ou le stress post-traumatique, ce qui fait qu'on n'est plus fonctionnel dans le monde, voilà, au quotidien. Et partant de ça, j'ai commencé à chercher, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de thérapie pour pouvoir aider les animaux? Et là, j'ai cherché beaucoup de choses. Donc, je me suis Mmh. formée à l'EFT, donc Emotional Freedom Technique. Donc là, c'est pour tapoter sur les méridiens avec des intentions. Et donc, l'idée, c'est d'aller débloquer les points de blocage énergétique qu'il pourrait y avoir, enfin voilà, sur nos méridiens et sur les méridiens des animaux. Ça, j'ai eu très peu de. C'était intéressant, mais j'ai eu très peu de résultats. Je me suis formée à la trame, donc les nettoyages, pareil, nettoyage énergétique, pareil pour enlever les blocages émotionnels. Alors autant sur les humains, ça a un impact assez intéressant. Sur les animaux, ça dépend quoi, mais ça aidait surtout les craintifs et c'était pas non plus révolutionnaire. Bon bref, j'étais un peu pas forcément satisfaite de ça, donc je continue à chercher. Je me forme à l'EMDR animal. Alors l'EMDR, il y a plus de personnes qui connaissent ça. Heu, je sais plus ce que ça veut dire l'acronyme, Eye Eye movement Movement et disease, Reprocessing, ouais, enfin, ouais, en gros, ça veut dire que par le mouvement oculaire des yeux, on va déprogrammer, on va effacer et reprogrammer, on va dire voilà, le traumatisme, qui était gardé, en mémoire. Et donc ça existe pour les animaux, et en fait, donc j'ai fait la formation pensant que ça y est, j'avais trouvé la pépite. Et en fait, j'ai pas du tout aimé la non-pédagogie de la formation, d'accord. le non-soutien en termes de pratique, d'exemples et d'exécution de cas, et la difficulté de mise en application. C'est-à-dire que si on va pas jusqu'au bout, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il peut falloir peut-être 20 séances pour désactiver un truc. Si on va pas jusqu'au bout, eh bien, les 19 séances précédentes n'auront servi à rien. Mmh. Et quand je dis 20, on ne sait pas, hein, ça peut être 2 séances au total, comme vraiment énormément. Moi, j'ai travaillé un cheval dans mon cas d'école. Et en fait, le cheval, je sais plus, j'ai dû mettre 12 ou 15 séances pour qu'il rentre dans le van. Et ça a été le cas, donc on a réussi. Mais je me suis servi du coup de la deuxième technique là que je vais parler, la trust Ouais. technique un petit peu pour réussir. Et en fait, c'était pas, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Clairement, j'ai pas trouvé ça fou. Bref, j'ai été diplômée, mais je l'utilise pas et je le propose même pas en prestation, même si je suis diplômée. Et puis je restais un peu sur ma faim en me disant, bah, j'ai toujours pas trouvé quoi faire. J'avais entendu parler de Tipeee aussi. Alors j'ai pas creusé, mais ça avait l'air intéressant. Et un jour, une dame m'appelle, donc Chloé Mullier, c'est la seule professionnelle en trust technique diplômée en France qui existe. Ah Elle a oui? son ouais, elle a sa jument qui est, pas très loin de là où j'habite, donc vraiment le hasard incroyable. Et elle était en train de travailler, alors je sais plus où dans la France, dans un refuge où en fait il y avait 2 étalons. Vous pourrez voir, elle a fait une vidéo, sur YouTube, sur les 2 étalons, dans une grange. Donc ils ont été enfermés, je sais plus pendant combien d'années, 7 ans je crois, dans cette Ah grange, ouais. sans soin du tout. Donc à Mmh. part, avoir à manger, il y avait rien d'autre. Et en fait, c'était des étalons considérés comme dangereux. Donc tout le monde avait peur de s'en approcher. Donc elle, très familière du monde des chevaux, elle s'en est occupée. Elle les a travaillés en trust technique. Elle a réussi à faire en sorte qu'on leur coupe, les sabots là qui ressemblaient à des babouches, à les sociabiliser, à leur apprendre des codes et cetera, et elle les a travaillés en trust technique, en leur apprenant à s'apaiser malgré la hauteur émotionnelle qu'ils pouvaient vivre. Et donc elle t'avait contacté cette personne-là, toi? Alors elle m'a contacté moi pour que je fasse un suivi en communication animale, c'est-à-dire qu'elle me disait pas ce qu'elle faisait et elle me demandait de leur demander comment est-ce qu'eux se sentaient. D'accord, Et OK. moi, j'ai vu la progression des chevaux et je me suis dit: «C'est fou à quel point ils rentrent en résonance avec Chloé et à quel point
bah, l'apprentissage, enfin, on sentait bien qu'il gagnait en maturité, il gagnait en recul sur les situations Mmh. et je me suis dit: «Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, en fait?» C'est quand même un truc de fou parce qu'eux, niveau traumatisme, on était quand même, sur un bah, Très c'était haut niveau, incroyable. un high Ah là, c'est level quoi. du high level. Ah oui, oui, et là, c'est le pompon sur la cerise du gâteau de je sais pas ce que tu veux mettre encore au-dessus, mais c'est incroyable, là. Ouais, Et donc elle me dit: «Mais c'est de la trust technique» et je me suis dit: «Mais il va falloir qu'on en parle parce que moi, ça m'intéresse ce que tu fais». Et d'accord. donc, le jour où elle va voir sa jument, on mange ensemble proche de chez moi et elle me parle de sa trust technique et moi je lui parle de ce que j'avais appris en EMDR animal et en quoi ça me dérangeait. Et en fait, le protocole se ressemble un petit peu sur la décomposition des problématiques. Donc ça, je me suis dit: «Chouette, du coup, on a un truc en commun, on peut facilement se comprendre sur ça». Et pourtant, sa façon de faire était beaucoup plus juste, beaucoup moins, beaucoup moins, comment dire? Beaucoup moins violente, Mmh. et surtout les résultats étaient durables et si on fait pas imaginons il faut 20 séances pour désactiver un truc, quand bien même tu en fais que 17, tu as déjà du résultat. Mmh. Alors, c'est maintenant que j'aimerais que tu puisses expliquer à nos auditeurs, heu, tu vois? Imagine que, voilà, les gens là à qui on est en train de parler ne connaissent pas la trust technique et que tu t'adresses à quelqu'un qui a 15 ans, d'accord? Heu, comment tu décrirais la trust technique? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de 15 ans sur qu'est-ce que c'est que la trust technique? En quoi c'est différent? J'ai presque envie de dire: «Il faut l'expérimenter et ça sera beaucoup plus parlant que d'entendre l'explication». Mais bon, là on peut Oui. pas, enfin faire expérimenter tout le monde donc si je devais expliquer le plus simplement possible, je dirais que ça serait c'est une technique qui sert vraiment à créer un lien vraiment profond et de confiance avec un individu. La technique, elle sert à ça, à augmenter vraiment la confiance qu'il y a entre 2 individus. Donc là, on travaille avec un animal. Donc en travaillant cette confiance, l'idée, ça va être de lui apprendre à être serein et à l'écoute de l'autre. Donc autant l'humain va être serein et à l'écoute de son animal, autant l'animal va gagner en sérénité et va être à l'écoute de l'humain. Et donc là, on voit bien où est-ce que le lien se crée et où est-ce que ça fait un lien de confiance. Et il est là, en fait. Mmh. C'est-à-dire on apprend à 2 individus, dans le calme, à être serein et à s'écouter. Et bien ça, c'est le début de quelque chose de très, très grand. Ouais. Donc évidemment, il y a la base quand tout va bien et après évidemment, il y a les traumatismes. Donc évidemment, les choses que l'animal ne peut pas supporter, ne peut pas tolérer et cetera et donc après on va désactiver. Donc d'abord, on apprend à l'animal à être bien. Après, on apprend à l'animal à être bien alors qu'il y a des difficultés et quand vraiment tout a été désactivé, là, c'est extrêmement magique. On fait quasiment de la communication animale en direct avec son animal parce que le lien télépathique va être tellement renforcé avec lui Mmh. que les apprentissages vont être, mais 1000 fois plus rapides que, bah, si vous n'avez pas utilisé la trust technique. Ouais. Et alors du coup, quand tu donc, alors quand tu as rencontré cette personne, Chloé, elle t'a demandé de travailler en communication animale avec des chevaux qu'elle était en train de travailler Mmh. elle-même en trust technique. Donc déjà, c'est une confiance qu'elle t'a faite. C'est quoi sa formation à la base, à Chloé? Je sais plus exactement, elle est doctorante en quelque chose. D'accord, elle est pas Heu, communicante. non, elle est pas Voilà. communicante, non. Donc déjà, elle a un esprit suffisamment ouvert pour dire: «Voilà, moi, je suis dans le milieu des chevaux, je vais faire de la trosse technique, mais je vais rencontrer quelqu'un qui fait de la communication animale et j'ai besoin que cette personne-là, elle aille se connecter avec les animaux avec lesquels je fais de la trosse technique pour voir un petit peu dans quel état d'esprit ils se trouvent, dans quel état d'être ils sont et voir aussi, comment, sa trosse technique, c'est ce que j'ai compris en tout cas, permet, d'aider ces animaux qui sont traumatisés en quelque sorte. Donc toi, au fur et à mesure, ça t'a permis, de lui donner de l'information sur, bah, voilà, là, les animaux, ils sont dans tel et tel et tel, état d'être, état d'esprit et ça lui a permis à elle aussi de voir que sa technique, elle était,
opérante au fur et à mesure pour les animaux. C'est bien ce que je comprends? Alors, elle cherchait pas forcément à valider D'accord, à quel point sa technique était performante ou non, parce que ça, elle le savait, elle en était déjà enfin, je veux dire, quand on le pratique et quand on l'a vu pratiquer, on sait que c'est efficace, point et franchement, il y a aucun doute à avoir là-dessus. Mais c'était surtout les difficultés sur, parfois, la non-évolution sur certains domaines et donc elle se demandait: «Mais à côté de quoi je passe? Ou est-ce que l'étape que j'essaye de faire passer au cheval, est-ce que c'est déjà pas trop gros? Donc comment est-ce que lui perçoit ce que je lui demande? Qu'est-ce qui se passe pour lui?» oui. Et donc c'était dans ce terme-là, c'était se mettre dans les pieds de l'animal et se dire: «Ça, c'est trop gros. Heu, C'est trop tôt, j'entends ce que tu me demandes, mais par exemple, oui, tu me demandes d'être serein, là, mais moi d'abord j'ai extrêmement besoin de courir, j'ai des fourmis dans les pattes arrière». d'accord. Et donc en fait, l'idée c'était de voilà, d'avoir son point de vue à eux, d'avoir leur point de vue, de manière à ce qu'elles puissent progresser un peu plus vite et ça avait aidé, hein, vraiment, hein. Ouais, d'accord et alors, du coup, là, on voit bien, hein, que ton travail, de communicante a permis aussi à cette personne d'avancer dans son travail aussi auprès des chevaux, forcément, puisqu'elle est venue te demander de l'aide et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, bah, tu t'es dit: «Ah voilà, la trousse technique, c'est pour moi». Alors clairement, c'est pas le prix, hein, parce que je vais te dire que le prix de cette formation est stratosphérique, donc et non remboursé. Donc là, j'ai mis tout ce qui me restait de côté là-dedans, Ouais. sachant que je m'étais déjà beaucoup formée auparavant pour avoir une, technique qui permettrait aux animaux de surmonter leur trauma. Mais honnêtement, quand j'ai vu la trousse technique, je me suis dit: «C'est sûr, c'est ça. Mmh. C'est sûr. C'est obligé, c'est» comme ce enfin, mais vraiment une intuition profonde de: «J'ai trouvé ce pourquoi je suis faite. D'accord. C'est sûr que c'est ça». Et puis, bah, j'avais vu, James, il propose James French, donc c'est le créateur de la technique. Sur son site internet, avant d'être professionnel, il demande à ce qu'on ait pris les 2 premiers niveaux chez lui. Mmh. Donc, Message of Trust qui parfois est gratuit, parfois est payant, donc sinon c'est une dizaine d'euros. Donc là, on a le principe, on a la technique. Le deuxième, c'était le vidéo course. Donc là, on voit des exemples d'application de la trust technique avec je ne sais plus combien de chevaux, de chiens, des chats, des ours, Mmh. des lions. Mmh. Et là, mais j'ai tellement pleuré devant les vidéos. Mais c'est incroyable et je me suis dit, mais ce monsieur sur cette terre, son existence est une bénédiction. Ouais. Je me suis dit, quand je serai grande, je voudrais devenir James. Et je t'assure que si on devait me dire aujourd'hui, tu peux rencontrer n'importe quelle star, qui souhaiterais-tu rencontrer? Je te répondrais James French. Ouais. Vraiment, ce monsieur, il a une humanité, Mmh. une douceur et en même temps, on sent qu'il est tellement ancré. Mmh. Je suis extrêmement fan de ce monsieur. Ouais. Donc là, j'ai poursuivi, je me suis dit: «Bon, bah, là, je vais faire la formation dans l'idée de devenir professionnelle» et donc là, je me lance, dans cette formation. Alors moi, j'ai mis longtemps à la faire parce que c'est là où je suis tombée gravement malade. Mmh. Donc bah, voilà, j'ai dû passer la maladie, heu et néanmoins, je me dis d'un autre sens, heureusement que j'avais signé pour cette formation avant de tomber gravement malade parce que ça a été une des motivations du fait que je me sois battue pour faire les Mmh. traitements. Mmh. Je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas mourir maintenant». Ah oui. J'ai j'ai pas fait la trousse technique. Enfin, c'est très bizarre de dire ça, mais franchement, quand C'est génial. le docteur en face de moi me dit, «On ne sait pas si on va vous sauver madame, c'est très agressif et on ne sait pas si on va vous sauver» et là, vraiment la première réflexion que j'ai fait dans ma tête, c'est: «Beh, je peux pas partir maintenant, j'ai pas fait la trousse technique». Et j'aurais pu penser à un milliard de choses, hein. Je peux pas laisser mon conjoint, Mmh. je suis trop jeune, 33 ans, qu'est-ce que c'est cette histoire? On ne peut pas Ouais. mourir à 30. Non, moi je pense que je ne peux pas puisque j'ai pas fait la trousse technique, donc je ne pense qu'à ça et ça va me porter, je pense, en partie pour, durant cette maladie et en sortie de la maladie, je termine le diplôme et en fait, c'est enfin, mais vraiment, c'est life changing, comme ils se disent, Ouais. c'est Ouais. ma vie a changé depuis ça, quoi. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi, pour que les auditeurs parce que nous, voilà, on est dedans, donc on c'est facile, hein, mais on a des auditeurs là qui ont pas encore forcément fait de la communication animale, tu vois? Ils font appel à nous pour ça. Heu, Cette approche de la trust technique, en quoi tu dirais qu'elle est différente ou complémentaire à la communication animale classique? Ah bah, ça a rien à voir. Ouais.
Ça n'a rien à voir. Alors c'est complémentaire, mais disons que moi je compare souvent la communication animale comme étant une psychanalyse. C'est-à-dire que l'animal, il va pouvoir, nous donner des informations qu'il ne pouvait pas manifester autrement. Par exemple, je sais pas, moi j'ai mal à l'estomac, c'est difficile pour un animal de le montrer. Donc ça, on l'a en communication animale, c'est de l'informationnel. Après quand même un peu de psy parce qu'on va les écouter sur: «Qu'est-ce qui a été difficile pour toi, mon cœur, dans ta vie?» Mmh. Et ça, pour n'importe quel être vivant, si on t'écoute sur tes douleurs, Mmh. ben, en fait, c'est quelque chose qui déjà, t'aide à aller un petit peu mieux. Tu te sens moins seul, plus compris et cetera. Et pour autant, c'est pas ce qui peut faire que du jour au lendemain, ta problématique va s'arrêter. C'est-à-dire, imaginons, je sais pas, tu as une peur panique, de monter en ascenseur. OK. On peut en discuter longtemps, toi et moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nanana. Donc je vais avoir tout le détail. Toi aussi, tu auras bien expliqué tout ce par quoi, tu passé, qui a amené là et cetera et ce qui a validé du fait que c'est vraiment dangereux et cetera. Mais on aura beau le rationaliser jusqu'au bout du bout du bout, ta peur panique de l'ascenseur ne passera pas avec une discussion. Mmh mh. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu seras devant cet ascenseur et que tu devras le monter dedans, tu auras toujours le cœur qui bat à fond en tachycardie. Tu vois ça? Tu peux pas moduler volontairement ce qui se passe dans ton corps. Eh bien, la trust technique, c'est là que ça apparaît. C'est-à-dire que la trust technique, ça t'apprend à être serein et donc à moduler cet état émotionnel qui crée cet inconfort physique. Mmh. Et ça change tout. Donc c'est vraiment des exercices pratiques. Donc là, c'est entre le gardien et son animal, tous les jours sur: «Je t'apprends à être serein». Et on pourrait désactiver la peur de monter en ascenseur. Il faudrait décomposer ça en plusieurs étapes, mais je t'assure qu'à un moment donné, l'animal passerait, et arriverait à monter dans l'ascenseur. Et c'est par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai déjà fait, avec un animal. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs dessus, une petite chienne qui s'appelle Étoile, dont le passé est vraiment compliqué. En tout cas, on l'a retrouvée abandonnée sur un parking de supermarché. Et cette petite chienne, elle avait peur de tout, mais de tout, c'est-à-dire elle a attaqué, donc elle m'a mordu moi, elle a mordu plusieurs personnes de la résidence où elle a été adoptée. C'était très compliqué, elle aboyait à tue-tête, elle faisait des terreurs nocturnes, elle se réveillait en sursaut la nuit, elle hurlait. Alors en appartement, tu te doutes bien que Mmh. ça pose problème, puis même c'était hyper stressant pour, la dame qui l'avait adoptée. Et j'ai travaillé cette petite chienne. Donc là, ça sert à rien de dire à la chienne: «Tu es en sécurité ma chérie». Je veux dire, c'est plus de la logique là, on est dans l'émotionnel. Voilà, C'est comme quand on a peur d'une araignée, enfin, je prends un voilà, truc parce que beaucoup de gens ont peur des araignées. Il s'agit pas de dire, enfin, même de voir une araignée, c'est même quand on comprend pourquoi on a peur des araignées, pour autant, on va quand même se barrer en courant. c'est ça. Exactement. Et donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas de toute façon, quand on est trop dans l'émotionnel, on est déconnecté de la logique. C'est-à-dire Ouais. qu'on ne raisonne plus comme il faut, donc ça sert à rien d'avancer des critères logiques. Eh bien là, c'est du coup, je vais pas aller lui dire: «Sois sereine», je vais lui faire sentir ce qu'est la sérénité. Et donc on va avoir décomposé énormément de choses, ce qui fait que maintenant, cette petite étoile, dès qu'elle voit quelqu'un, elle va sur, cette personne, mais pour lui faire la fête. Elle ne mord plus les pieds, elle n'a plus peur des tongs, elle peut passer, il peut y avoir les voisins sur le palier qui parlent, elle dit rien, il peut y avoir la voisine du dessus qui hurle sur ses enfants parce qu'elle s'est fâchée pour je ne sais quoi. Et la petite chienne elle ne se réveille plus en hurlant, elle a plus de terreur nocturne. Maintenant dans l'appartement, elle va se coucher toute seule dans le lit de la gardienne alors que la gardienne est dans le salon et qu'elle est réveillée. Mmh. Et donc ça, et on a eu ce résultat-là. Alors j'ai fait vraiment beaucoup de séances, avec cette chienne. Je dirais au moins une dizaine de séances. Mmh. Et je pense qu'on est arrivé à ce résultat-là, allez, en tout cas moins de 6 mois, c'est sûr. Mmh mh. Mais pour quelqu'un de traumatisé, on peut dire c'est court ou c'est rapide, je sais pas, mais C'est c'est court assez pour long ou par c'est c'est court à l'échelle d'une vie, hein. Parce que le c'est traumatisme, ça, quand on a le traumatisme, on l'a à vie. Donc en fait, c'est ça. ça tourne en boucle. Donc si on met 6 mois pour arriver comment est-ce que tu dis ça? Mais c'était même moins de 6 mois, hein, c'était ah ouais, à shifter. Mais je pense que déjà rien qu'en octobre,
ça n'avait rien à voir. Ouais. Et Bah, après, on a dû finaliser certains petits détails, c'est-à-dire elle ouais. réagissait à certains trucs parce qu'elle n'avait beaucoup de choses qu'elle connaissait pas. Mmh. Donc il a fallu lui apprendre. Là, il y a eu la part éducation, donc là, j'ai laissé la place à une éducatrice, mais ça lui a changé la vie. Elle est Ouais. passée de: «J'ai peur de tout, j'attaque, je suis agressive», pareil, elle avait jamais eu assez à manger. Mmh. Du moment que tu avais à manger dans les mains, elle t'attaquait. Mmh. Parce que c'était sa manière pour elle d'avoir à manger. Donc c'était vraiment fallait surtout pas lui demander d'être assis pour, avoir sa nourriture comme on fait avec beaucoup de chiens pour qu'ils apprennent à se tempérer. Elle, c'était pas encore à sa portée. C'est-à-dire que pour elle, le manque de nourriture avait été tellement élevé que dès qu'elle voyait de la nourriture, elle était hystérique. Mmh. Maintenant, elle te regarde, elle s'assoit, tu peux faire ce que tu veux avec sa gamelle, elle s'en fiche, quoi. Ouais. Et moi, tu vois, je veux pouvoir parler un petit peu là, justement, de l'expérience des quelques jours que j'ai là avec Jinko. Mmh. Puisque, j'ai, eu la chance de pouvoir, travailler avec toi, heu, par rapport à ça, alors c'est vrai que quand on communique, ça aide quand même, hein, c'est Ça vrai. aide, Parce que ça aide. et puis moi je suis Reiki aussi, j'ai une formation de Reiki, hein, je suis maître Reiki, donc forcément ça aide quand même. Bon, Jinko, il est quand même, très angoissé, très stressé, et là en quelques jours, alors je le travaille tous les jours. Sauf il y a 2 jours où je l'ai pas pu le faire parce que le week-end dernier, il y a mon fils Luc qui est venu à la maison et puis, je sais plus quel jour j'ai pas pu. Donc, voilà, il y a 2 jours où je l'ai pas fait, mais j'ai travaillé avec lui tous les jours. Et en fait, je commence à observer des choses qui bougent, en fait, en lui, dans sa façon d'être. Mmh. Vraiment, je trouve qu'il est beaucoup moins réactif, beaucoup il couine encore, hein, mais beaucoup moins. Et alors, j'ai vécu un truc hier soir, je veux vous dire ça, j'en ai déjà parlé à Florence, mais je vais quand même vous exprimer ce que j'ai vécu, parce que c'est un truc de dingue. C'est que, en fait, j'ai eu une sorte de vision très psychédélique, hein, comme ça peut arriver des fois. Mais en fait, voilà, parce on apprend, Florence, elle nous donne une technique, hein, la trust technique, ça veut bien dire confiance. Donc c'est vraiment une technique en fait où on apprend, à faire le vide, à être en connexion avec le chien à des moments, enfin c'est un aller-retour comme ça et à des moments être dans l'instant présent, parce qu'on peut pas l'être tout le temps, donc c'est des allers-retours. Et je peux vous assurer que hier, à un moment donné, je n'avais pas pris de LSD parce que je n'ai jamais pris de substance de cette nature-là, mais j'ai vu, les poils du chien qui se sont mis à faire des vagues. Mais quand je vous dis des vagues, c'était très bizarre. J'ai eu même l'impression que j'avais pris un truc qui m'hallucinait, en fait. Et j'ai dit: «Waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là?» Alors bon, avec la vie que j'ai et que nous avons quand on communique avec les animaux, on vit tellement de choses incroyables que bon, on en vient, quelque part à se dire que finalement, c'est possible et du coup, j'ai dit: «Waouh, quand même, qu'est-ce que je suis en train de vivre là?» Et j'ai vu en fait le corps du chien qui était dans une espèce de mouvement un peu comme des petites vaguelettes et une grande détente. Et pour la première fois, hier, il s'est vraiment couché sur le côté 3 fois, qu'il n'a pas fait depuis tous ces jours. Donc oui, je veux témoigner là, moi qui communique avec les animaux, alors forcément ça aide quand même parce que j'ai cette faculté-là, de ressentir les choses, mais c'est quand même complètement à côté de la communication animale parce qu'on fait d'autres c'est pas la même façon de faire. Même Mmh. s'il y a des choses qui parce que voilà, c'est comme ça qu'on est. Moi, c'est comme une seconde nature, la communication animale. Donc forcément, quand je suis dans un vide ou dans quelque chose d'assez calme comme ça, je vais ressentir, des choses en tant que communicante parce que c'est ma nature, en fait. On est d'accord. Mais quoi qu'il en soit, arriver à sentir, des choses, cette détente-là, c'était mais tellement satisfaisant et j'en avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit: «Mais waouh, quoi, là, il est détendu, il va bien» et j'étais heureuse pour lui, en fait. J'étais heureuse pour lui et je me suis dit: «Je sais pourquoi je le fais, en fait, parce que je veux pouvoir Mmh. continuer à l'accompagner tous les jours, pour qu'il aille vraiment mieux», hein, voilà. Et Donc tu te rends vraiment compte que c'est peut-être la première fois de sa vie qu'il s'est senti lui aussi autant détendu. Ça se trouve, c'était parce que ça peut s'apparenter là à ce qu'on ressent à ce qu'on peut vivre quand on est en état de méditation profonde.
Ouais, Hein, c'est ça. cette sensation où on est dans le corps, mais on le sent plus vraiment et on sent juste un extrême bien-être à l'intérieur de soi. Donc toi, tu l'as senti, tu l'as vu et lui, tu peux être certaine qu'il l'a senti et Ouais, qu'il l'a ouais. vu. Je veux dire et ça change la vie. Et vu que les exercices, tu les fais quotidiennement, ça veut dire que quotidiennement, tu le rapproches de cet état-là, de qu'est-ce que c'est qu'être serein? Et Ouais. ça, tu lui rappelles tous les jours et il va pouvoir aller de plus en plus loin et c'est là où ça va devenir vraiment très, très intéressant. Mmh. Et donc voilà, je veux vraiment témoigner parce qu'en fait, bon, moi j'ai beaucoup envoyé de mes, clients vers Florence parce que j'ai une grande confiance en toi, tu le sais, on se connaît bien maintenant Mmh. et que voilà, je sais que tu es quelqu'un de sérieux et que cette technique-là que tu as apprise, c'est pas quelque chose qu'on peut, comment dire? Il faut savoir l'apprendre aux gens et puis il faut aussi, avoir appris à le faire. Donc j'ai envoyé déjà pas mal de gens qui sont venus vers toi, certains q avec beaucoup de succès, hein. Du coup, je suis très contente pour eux et pour leur animal. Ça demande effectivement, une application, hein, en tant que gardien, hein, pour Mmh. pouvoir, le faire tous les jours. Il faut vraiment avoir envie, de que son animal aille bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en tire nous aussi un bénéfice parce que dans ce moment-là, c'est un vrai moment quand on est habitué un peu à méditer, c'est un moment de méditation aussi pour nous, hein. Donc c'est un moment où nous aussi, on arrive dans un calme mental parce que j'ai remarqué moi que même si je suis quelqu'un de pas non plus hyper nerveuse et cetera, j'ai mon tempérament, mais n'empêche que quand je commence une séance avec Jinko, il y a toujours, allez, quelques minutes avant que moi-même j'arrive à me détendre bien et voilà. Et à partir de ce moment-là, je vois bien que les choses changent. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que j'avais besoin, et c'est trouvé que voilà, Jinko reste à la maison donc ben, c'est l'occasion pour moi de travailler avec Jinko. Quand j'aurai fini avec lui, je travaillerai avec James, puis avec Patty ou inversement. Heu et de l'expérimenter, ça me permet aussi de pouvoir un peu en parler pour nos auditeurs parce que, c'est vraiment quelque chose d'absolument, génial en fait. Et on n'est pas obligé de savoir communiquer avec les animaux ou d'avoir appris à le faire, même si on est tous capables de le faire, hein, communiquer avec les animaux, comme tu le disais si bien en début de cette interview. Donc on n'est pas obligé de savoir communiquer avec les animaux pour faire la trust technique, en fait. Par rapport à ces allers-retours, ce que tu nous apprends à faire, Oui, ça n'a rien tout le à monde voir. peut le faire. Ce qu'il faut, c'est avoir quand même arriver à se concentrer, Il faut de la patience, en à être fait. patient, en fait. Vraiment, il faut savoir être calme, patient et souvent je dis aux personnes: «Il va vous falloir être, autant patient que ce que votre animal est anxieux ou Mmh. hyper parce que ça ne travaille pas que l'anxiété ou le stress ou les peurs, ça travaille aussi l'hyperexcitation. Donc il va falloir être autant patient que ce que votre animal peut être agité. Donc Mmh. agité intérieurement ou extérieurement, c'est pareil. Ouais. Donc voilà, la trust technique, ça veut dire confiance, hein. Trust, Ouais, c'est ça veut ça. dire confiance. Est-ce que tu trouves que, les humains ont parfois oublié comment faire confiance à l'animal ou à leur propre ressenti? C'est général, hein, j'ai l'impression que beaucoup d'humains font les choses parce que ça se fait comme ça ou parce qu'on leur a dit de faire comme ça et ne se posent pas assez de questions. C'est-à-dire, et du coup, ça en devient de la maltraitance, hein. On vous a dit que, si le cheval, mord quand on met la selle sur le dos, bah, c'est qu'il faut être plus ferme, et c'est qu'on n'est pas assez, dominant et c'est comme le cheval ne reconnaît pas notre dominance, c'est pour ça qu'il mord, quoi. Ben, en fait, non, pas du tout, et quand bien même c'est parce que l'animal, il se sent pas assez confiant, il est agressif ou alors il a mal ou il faut se mettre à leur place, en fait, c'est des êtres vivants, pensants, qui ont des émotions, qui ont aussi des histoires de vie et oui, il faut apprendre à écouter l'autre, mais tout le monde, c'est-à-dire il faut apprendre à écouter les humains en face de nous, mais réellement, Mmh. vraiment les écouter quand on parle avec eux. Pareil, apprendre à écouter les animaux, ceux qu'on monte, ceux avec qui on va marcher, donc ne pas être sur son téléphone pendant qu'on fait une marche avec le chien, parce qu'en fait, le chien, il a besoin de cette connexion, il a besoin de plus de peut-être de compréhension, d'accompagnement, c'est peut-être un moment de connexion entre vous, enfin, Mmh. moi, il faut apprendre à se reconnecter avec ce que l'on fait et à se poser des questions sur, heu
sur qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que pour nous ça a du sens? Est-ce que c'est vraiment gentil? Combien de fois j'ai eu des animaux en communication qui m'ont dit, par exemple, un chat me dire, et «Dis à mon gardien que je ne suis pas gros» et le chat le prend Mmh. vraiment très mal et en fait, le gardien se moque tout le temps de lui parce Mmh. que, il a un petit peu de poids. Là, le dernier cheval que j'ai fait, pareil, il me disait, «Et non, je suis pas neuneu, et je suis loin d'être dangereux». Et moi, la dame me l'avait pas dit ça, mais la dame, quand elle a lu le compte rendu, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit: «Mais c'est Mmh. vrai que tous les gens du club disent ça de mon cheval» et elle, ce qu'elle avait pas capté, c'est que le cheval le savait et du coup en ressentait des choses, quoi, le vivait pas, de manière sereine, quoi. Donc oui, il faudrait que tout le monde se mette à réfléchir, à écouter ses ressentis et essayer de voir si est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est fait avec le cœur ou est-ce que c'est fait pour aller vite, Mmh. pour, correspondre à la morale sociale, pour, Mmh. répondre aux diktats de l'éducation actuelle. Ouais, pour moi, il faut se poser des questions, ouais. Bon, on est allé pas loin, hein, déjà dans cette interview. Est-ce que tu pourrais, raconter, une histoire qui t'a touché, qui t'a bouleversé ou alors qui a confirmé que tu étais vraiment à ta place là en tant que, praticien, soit en trust technique, soit en communication animale? Quelque chose qui t'a marqué? Il y en a beaucoup, mais globalement, ce qui me fait me sentir à ma place au quotidien, c'est à chaque fois que j'ai un retour d'un client, heu et que ce client me dit qu'il peut pas enfin, comment dire? Que sa vie a changé ou qu'il y a quelque chose qui va changer grâce à la communication. Alors ça peut être, des clients qui me disent, «Me rendais pas compte que mon animal était aussi conscient de mes états émotionnels ou de mon passé ou de ce que je peux faire à la maison. Je vais faire davantage attention à lui» et là je me dis: «Waouh, heureusement que j'étais là». Mmh. Heu, Après ça peut être parce que, pour les animaux défunts, ça m'est arrivé d'une dame, ça faisait je sais plus comb 15 ans que son chien était décédé et elle en avait un nouveau et le nouveau faisait que des bêtises et heu et bref et elle me demande une connexion avec l'ancien parce que le deuil était pas fait. Donc le chien décédé d'il y a 15 ans et quand je me connecte au chien, bref, je vais avoir pas mal d'éléments et des éléments qui vont être vérifiables. Donc je vais avoir par exemple les chaussures que mettait la dame quand elle avait ce chien, l'attitude du chien, l'état émotionnel de la dame au moment où elle avait le chien et cetera. Et donc la dame du coup, elle me enfin, mais vraiment elle en avait les larmes aux yeux, mais elle m'a dit: «Mais merci, merci de faire ce métier, merci d'exister, parce que grâce à vous, dans mon deuil, je vais pouvoir passer à autre chose, en fait». Mmh. C'était une dame qui était restée bloquée sur sa culpabilité d'avoir fait euthanasier son chien. Alors c'est clair que c'était pas le bon moment pour lui. Le vétérinaire a fait un abus de pouvoir, clairement, sur Mmh. cette dame qui était en dépression. Et bon, bah, malheureusement, elle l'a écouté, mais elle était plus en capacité de raisonner, cette dame, à ce moment-là. Et en fait, d'avoir entendu les messages d'amour du chien, les messages comment dire? De le chien lui la pardonne, enfin voilà, les messages qui ont été donnés, ça a été tellement bouleversant pour elle que je sais que la vie de cette dame a évolué grâce à cette communication et ça, c'est un exemple parmi, Mmh. mais oui, mais d'entendre le retour des gens, vraiment, c'est ça, hein, quand ils disent: «Mais c'est incroyable, ce que vous faites, le fait que ce soit possible, c'est incroyable à quel point ça nous aide. Quand une communication animale, par exemple, je pense à une dame dont son chat a dit 2-3 fois dans la communication: «J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge» et moi, je marque bien en haut de mes communications, parce que moi, je fais des comptes rendus écrits. Je Mmh. marque bien en haut de mon compte rendu, si l'animal répète plusieurs fois quelque chose, c'est que ça a une importance pour lui Mmh. et donc là, c'était le cas et la dame, du coup, elle est allée voir un premier vétérinaire. Enfin le sien et le vétérinaire regarde comme ça dans la gorge du chat, il dit: «Bah non, tout va bien». Le chat mangeait et cetera, il y avait pas forcément de signe. Mais la dame, elle avait une pleine confiance en moi parce que j'avais donné vraiment plein d'éléments qui étaient vérifiables. Elle se dit: «C'est pas possible que tout soit juste sauf ça». Elle est allée voir un autre vétérinaire et le vétérinaire, elle a insisté sur le fait qu'il regarde vraiment dans la gorge et là, ce vétérinaire, il a passé une caméra et ils ont vu qu'il avait un début de cancer, en fait. Mmh. Il avait des sortes de boules en formation dans la gorge et donc le chat a été mis sous chimiothérapie et c'est ce qui fait que le chat est encore vivant à aujourd'hui. Mmh. Et là, on se dit: «Mais en fait, notre métier, il a tellement de sens, quoi». Mais oui. Il a tellement de sens, savoir écouter l'autre, que ce soit
l'humain, l'animal, les défunts, Mmh. mettre plus d'harmonie, d'amour, de compréhension entre tous. Bien sûr que notre métier, il a du sens et qu'on est à notre place, voilà, de faire ça, d'accompagner les gens et il y a personne d'autre qui peut faire notre métier. C'est-à-dire, le vétérinaire n'écoute pas comme nous, l'ostéopathe n'écoute pas comme nous. Donc en Mmh. fait, on a pleinement notre place, dans voilà, dans cette communauté autour des animaux. On est tous complémentaires. Voilà, le vétérinaire sait faire plein de choses que je sais pas faire, l'ostéopathe également, l'éducateur également, c'est clairement pas ma place non plus. Et pour autant, nous, on est capable de les écouter d'une certaine façon qui fait que, ben, on ajoute, voilà, de la plus-value, et de la qualité de vie aux animaux et aux humains. Ouais, bien sûr. Alors j'ai une dernière question à te poser. Heu, Florence, s'il y avait un animal là qui t'écoutait, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire au fond de ton cœur? N'importe quel animal. Celui que tu veux. Mmh. Je pense que si la conscience des animaux globale pouvait m'entendre, je leur dirais que j'œuvre chaque jour pour qu'un jour les humains se mettent tous à les réécouter avec le cœur. Mmh. Et Mais ça merci. fait vrai et je voudrais rajouter que ça fait vraiment écho à ce que j'avais entendu quand j'étais petite, heu, quand j'étais dans cette cour de récréation, j'en ai déjà parlé, je sais plus dans quelle interview, mais où je disais que j'avais entendu: «Mais ils en sont là, ils savent même pas que les animaux pensent». Mmh. Mais moi, quand j'avais entendu cette phrase-là dans ma tête, je savais pas qui parlait, je savais pas de quoi il parlait et en fait, au vu maintenant de mon métier, je me dis: «Mais en fait, c'est ça». Sachant que tout le monde est capable de le faire avec un peu d'entraînement, j'aimerais leur dire que chaque jour qui passe, le fait que nous existions et que les gens s'ouvrent petit à petit, ben, j'espère qu'on arrivera à un moment où voilà, ça sera redevenu la normalité. Le fait d'écouter l'autre avec son cœur, quoi. Mmh. Merci Florence. Avec plaisir, merci pour cet échange, Laurent, ça me fait très plaisir, surtout que ce soit fait avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, par exemple, qu'il te semblerait que qu'on n'ait pas abordé, que tu aurais envie de dire? Alors, oui, que j'apprécie beaucoup mon amitié avec toi, Mmh. que je suis très contente de t'avoir, trouvée sur mon chemin, que j'ai pas trouvé beaucoup de communicatrices animales qui soient aussi, amicales et partageuses de techniques, d'expériences, combien de fois où j'ai eu des moments de doute, tu as été là et puis, ben, du coup, on s'est soutenues l'une l'autre et c'est vrai que c'est ce qui me manquait le plus dans ce métier-là, c'était le fait de pas avoir d'équipe et de me sentir un petit peu seule dans le fait de déployer cette activité, de la découvrir, de la mettre en œuvre, de la structurer et cetera et c'était vraiment, voilà, l'élément qui me manquait, je pense que pour que ma vie professionnelle soit plus à l'équilibre. Donc merci pour ton amour, ton écoute, ton sourire, ta bienveillance, le fait que tu me soutiennes dans chaque petite formation que je peux faire, dans ce que je développe et voilà, tu es bien plus qu'une professionnelle avec qui je travaille, une amie et merci. Bah, écoute, c'est avec grand, grand plaisir, franchement, vraiment. Et puis, c'est vrai que, bah, voilà, ça a été un hasard, hein. On s'est rencontrés, tu t'es abonné, je crois, à mon compte Insta et puis, je suis allée voir ce que tu faisais, et puis j'ai dit: «Tiens, voilà, ce qu'elle fait, ça a l'air vraiment sérieux», parce qu'effectivement, il y a aussi des gens qui le sont moins, et du coup, ça m'a plu. Et puis, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans notre rencontre aussi, c'est on n'est pas on n'est pas en opposition, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et malheureusement, voilà, c'est comme parfois, c'est qu'il y a des gens qui se vivent comme dans une rivalité, alors qu'en Mmh. fait, on n'est pas en rivalité, on est complémentaires. Toi, tu fais des choses que je ne fais pas et moi, je fais des choses que tu ne fais pas, chacune dans notre activité. Même si on a un tronc commun qui est la communication animale, par ailleurs, on a développé chacune des compétences. Et le fait qu'on puisse se soutenir, c'est important parce que c'est vrai que c'est des métiers où il y a un sentiment parfois un peu de solitude. C'est pour ça que j'ai voulu aussi créer cette école et cette team avec mes élèves, où il y a vraiment aussi,
du soutien et le fait de moins être seul. Parce que quand on apprend, quand on fait une formation, parfois après on peut avoir le sentiment vraiment d'être seul et effectivement quand on a des moments de doute et tout le monde en a, et ben d'avoir quelqu'un qui te dit: «Mais non, t'inquiète pas, tu pas nul, tu vas bien», voilà. Et ben, c'est dans les 2 sens en fait, hein, donc et ça c'est chouette. Donc un grand, grand merci à toi Florence. Je vais mettre, dans la description de cet épisode de podcast, les liens ton site internet, vers ta page, Instagram et ton compte, Facebook ou l'inverse, compte Facebook, compte Instagram, page Facebook, je sais jamais comment on dit. Je mettrai aussi le lien, des vidéos de, James, comment c'est James? James French. James French, par rapport à la trust technique, pour ceux que ça intéresse d'aller voir un petit peu, ce que c'est que cette fameuse, trust technique. Parce que c'est vraiment, une de tes particularités, j'ai envie de dire un de tes atouts, vraiment et que, voilà, j'encourage vraiment les personnes qui ont envie d'expérimenter ça, pour leurs animaux, de se diriger vers toi parce que, aujourd'hui, vous êtes très peu diplômés, en France, et toi, tu es vraiment diplômé pour tous les petits animaux, pas les chevaux, je crois, hein. Les Ouais, chevaux, pas c'est les un chevaux. diplôme particulier, Ouais. mais du coup, voilà, la plupart des gens ont, des chats, des chiens, des lapins, et tout ça et donc je pense que ça peut être vraiment aidant. Voilà. Eh ben, écoute, un grand, grand merci Florence et puis, Merci à toi. à très bientôt, de l'autre côté. Au plaisir de rééchanger. Merci pour votre écoute. Merci à vous, à bientôt. Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.